Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une période absolument charnière de l'Antiquité, la Grèce classique. C'est une histoire fascinante, pleine de guerres monumentales, d'idées politiques révolutionnaires et surtout d'une lutte acharnée pour le pouvoir qui a vraiment jeté les bases de notre monde occidental. Alors, pour bien commencer, situons un peu tout ça dans le temps. L'époque classique, elle s'étend du 5e à la première moitié du 4e siècle avant notre ère. Elle arrive juste après l'époque archaïque et juste avant l'ère hellénistique. C'est vraiment pendant ces 2 siècles que tout s'accélère, avec des événements majeurs comme les guerres médiques et bien sûr la terrible guerre du Péloponnèse. Voici notre programme pour y voir plus clair. On va commencer par les guerres médiques, ce grand choc des civilisations. Ensuite, on verra l'hégémonie athénienne, puis la guerre du Péloponnèse, cette véritable guerre civile grecque. On analysera aussi le choc entre démocratie et oligarchie, pour finir sur un monde grec complètement bouleversé, prêt à basculer vers un nouvel ordre. Allez, on commence tout de suite avec le conflit qui a en quelque sorte donné naissance à une nouvelle conscience grecque, les guerres contre le gigantesque empire perse. En fait, les guerres médiques se déroulent en 2 grandes phases. Tout part d'une révolte des cités grecques d'Ionie qui sont alors sous domination perse. Athènes les soutient, et là, la riposte perse est terrible. Mais contre toute attente, les Grecs remportent des victoires historiques. D'abord à Marathon, puis 10 ans plus tard, aux Thermopyles, à Salamine et à Platée. Et ces victoires vont complètement rebattre les cartes en mer Égée. Comme le raconte l'historien Hérodote, notre source principale, ces guerres sont bien plus qu'une simple affaire militaire. Elles créent une opposition idéologique très puissante. D'un côté, le barbare perse, soumis à un roi tout-puissant, un despote. De l'autre, le citoyen grec, un homme libre. Cette idée, cette opposition, va forger l'identité grecque pour des siècles. Justement, au lendemain de ces guerres, une cité va particulièrement tirer son épingle du jeu, c'est Athènes. Elle devient la puissance navale dominante, prend la tête d'une alliance qui va très vite se transformer en un véritable empire. L'histoire de la Ligue de Délos est assez fascinante. Au départ, c'est une alliance purement défensive pour se protéger de la Perse. Mais regardez bien la chronologie. En 454, le trésor de la Ligue est transféré à Athènes. C'est un symbole très fort. Et puis, en 449, la paix est signée avec la Perse. Du coup, la Ligue n'a plus vraiment de raison d'être. Mais Athènes n'a aucune intention de la dissoudre. Elle devient un outil de sa domination. Bon, arrêtons-nous un instant sur ce mot « archet ». C'est un concept absolument crucial pour comprendre la période. On passe de l'hégémonia, qui est une forme de leadership consentie par les alliés, à l'archet, qui est une domination purement et simplement subie. Pour les alliés d'Athènes, le sentiment est clair. Ils ne sont plus des partenaires, mais des sujets. Et ça, évidemment, ça crée un ressentiment énorme. Pendant ce temps-là, à Athènes même, la démocratie devient de plus en plus radicale. Sous l'impulsion d'un certain Périclès, la cité met en place le mistos. C'est quoi? C'est une sorte d'indemnité versée aux citoyens pour qu'ils puissent participer à la vie politique. Ça permet même aux plus pauvres, les têtes, de siéger à l'Assemblée ou dans les tribunaux sans perdre une journée de salaire. C'est une avancée démocratique majeure. Forcément, cette montée en puissance d'Athènes, cet empire, cet archet, ça ne pouvait pas plaire à tout le monde. Et surtout pas à l'autre grande puissance de la Grèce, Sparte, qui a sa propre alliance, la Ligue du Péloponnèse. Le choc était devenu inévitable. Ce qui est passionnant au début de cette guerre, c'est le choc frontal entre 2 stratégies totalement différentes. D'un côté, Athènes, c'est la puissance de la mer. Sa stratégie, c'est de se cacher derrière ses longs murs et d'utiliser sa flotte pour attaquer les côtes ennemies. De l'autre, Sparte, c'est la puissance de la terre. Eux, ils comptent sur leur armée d'hoplites, réputée invincible, pour tout ravager sur leur passage et forcer une grande bataille rangée. Thucydide, qui a vécu et écrit sur ce conflit, l'avait très bien compris. Pour lui et pour les Grecs de l'époque, ce n'est pas une guerre comme les autres. C'est LE conflit majeur de leur histoire. Une sorte de guerre civile à l'échelle de tout le monde grec qui va laisser des cicatrices profondes. Mais attention, la guerre du Péloponnèse, ce n'est pas juste une question de stratégie militaire. C'est aussi, et peut-être surtout, une bataille idéologique. Un choc frontal entre 2 systèmes politiques que tout oppose. Au cœur de l'idéal démocratique athénien, on trouve ce principe fondamental, l'isonomia. Littéralement, ça veut dire égalité devant la loi. C'est la promesse que chaque citoyen a les mêmes droits politiques et ça s'oppose directement au pouvoir d'une petite élite ou d'un tyran. Alors, regardons ça de plus près. La différence est énorme. Dans la démocratie athénienne, le pouvoir appartient à la majorité, au démos. C'est l'égalité arithmétique, une personne, une voix. À l'opposé, dans une oligarchie comme Sparte, le pouvoir est réservé à une minorité, les meilleurs, qui sont souvent les plus riches. C'est ce qu'on appelle l'égalité géométrique. Le pouvoir est proportionnel au mérite ou à la fortune. 2 visions du monde totalement irréconciliables. Et cette opposition idéologique a eu des conséquences dramatiques. Elle a provoqué ce que les Grecs appelaient la stasis. C'est un état de division interne si profond qu'il mène à la guerre civile.
Thucydide décrit de façon glaçante comment, dans de nombreuses cités, les factions pro-démocratie et pro-oligarchie se sont littéralement massacrées entre elles. On pourrait penser que la défaite d'Athènes en 40-104 avant Jésus-Christ a ramené la paix. Eh bien, c'est tout le contraire. Elle ouvre une longue période d'instabilité avec des hégémonies qui se font et se défont sans cesse. Les décennies qui suivent la guerre sont chaotiques. D'abord, Sparte essaie d'imposer sa domination, mais de manière très brutale, ce qui la rend impopulaire. Puis, en 371, coup de théâtre. Thèbes écrase l'armée spartiate à Leuctre et prend le relais. Mais son hégémonie sera courte et fragile. Le résultat de tout ça ? Un épuisement général. Le système des cités-États est à bout de souffle. Et c'est là que tout bascule. Cet épuisement, ce vide de pouvoir, c'est une occasion en or pour une nouvelle puissance qui monte en force au nord, la Macédoine, dirigée par le très ambitieux Philippe II. Il va savoir exploiter ses divisions pour imposer son autorité, et ça marque la fin de l'ère de la cité-État indépendante, la police. Ce qui nous amène à une question de fond. Est-ce que ce modèle de la cité-État, avec cette indépendance farouche et cette rivalité permanente entre cités, n'était pas au final la cause de sa propre perte ? Était-il structurellement incapable de résister à l'émergence d'empires plus grands et plus centralisés ? La question mérite vraiment d'être posée.